les vérités cachées d'une colonie viking nordique et bien plus encore. Bienvenue, voyageurs fatigués, dans un voyage à travers le temps. Ce soir, nous nous laissons dériver vers un âge souvent enveloppé de brume et de mythes, l'ère des vikings nordiques. Pour beaucoup, le mot viking lui-même évoque des images de guerriers féroces, de dracars fendant les vagues déferlantes et de chocs d'acier. Pourtant, au-delà de ces représentations dramatiques et souvent romantiques, se cachait une profonde réalité, une existence quotidienne, façonnée par les exigences incessantes d'une terre impitoyable et une connexion puissante, mais fragile, avec la mer. Nous mettrons de côté le bruit du conflit pour un temps, le laissant s'éloigner comme une marée lointaine, et nous plongerons plutôt dans les rythmes tranquilles, souvent négligés, de leur existence quotidienne. Ce soir, nous vous invitons à vous immerger doucement dans les textures complexes d'un monde révolu. Laissez votre esprit vagabonder paisiblement pour absorber les détails subtils, les luttes silencieuses et la résilience durable d'un peuple dont la vie était aussi riche et complexe que les sagas qu'il a composées. Ce n'est pas un voyage conçu pour susciter l'excitation, mais plutôt pour dérouler l'histoire à un rythme régulier et sans hâte, permettant aux faits et aux observations de simplement être. Notre but est de comprendre, de nous livrer à une contemplation tranquille de ce qu'était réellement la vie. Tandis que les sons d'ambiance vous guident doucement, imaginez les vastes paysages sauvages de la Scandinavie, une tapisserie de fjords profonds, de montagnes imposantes et de forêts anciennes. Imaginez l'air vif et pur, souvent imprégné du parfum du pin et du sel. Telle était la scène sur laquelle les peuples nordiques vivaient leur vie. Une scène qui exigeait à la fois fortitude et ingéniosité. Trouvez un endroit confortable maintenant, où que vous soyez. Laissez votre respiration s'approfondir, ralentissant à chaque expiration, sentant la tension dans votre corps se relâcher doucement. Laissez les histoires du passé lointain vous porter vers un sommeil réparateur, un voyage tranquille au cœur de l'histoire. Ce soir, nous explorons les vérités cachées d'une colonie viking nordique, et bien plus encore, les vérités cachées d'une colonie viking nordique. Imaginez-vous, un instant, non pas dans le confort rassurant de votre espace moderne, mais vous réveillant à l'intérieur d'une maison longue nordique, quelque part dans le paysage rude et magnifique de la Scandinavie du IXe ou Xe siècle. La première lueur de l'aube pourrait commencer à filtrer à travers une petite fenêtre, en membrane translucide, ou plus probablement par le trou de fumée dans le toit, projetant une illumination tamisée et changeante à travers l'intérieur. L'air qui emplit vos poumons est épais, lourd du parfum persistant de la fumée de bois du foyer central, mêlé à l'arôme terreux du sol humide et de la paille du plancher. Sous ces odeurs, vous pourriez détecter l'arôme faible et persistant des viandes séchées, suspendues au chevron, une précieuse source de nourriture soigneusement conservée pour les longs mois de disette. Et, peut-être, l'inévitable, subtile odeur des corps non lavés, humains et animaux, vivant en étroite proximité. Vous vous agitez sur une simple plateforme de couchage, une structure en bois surélevée, probablement partagée avec d'autres membres de votre famille ou même des proches. Ces plateformes seraient recouvertes de couches de peau d'animaux, peau de mouton, fourrure de renne ou peau d'ours si vous étiez particulièrement chanceux, offrant un minimum de chaleur et d'isolation contre le froid mordant qui s'infiltrait perpétuellement à travers les murs non isolés de tourbe, de bois ou de pierre. L'acte même de se lever serait délibéré, lent, alors que vous sortez du cocon de chaleur pour vous confronter à la fraîcheur omniprésente de la demeure. Sortir, même pour un bref instant, révélerait immédiatement le froid omniprésent, une présence persistante et tangible sous ces latitudes nordiques. Ce n'est pas seulement une basse température, c'est un froid profond et pénétrant qui semble s'accrocher à tout. Même à l'intérieur,
Malgré l'effort constant pour maintenir un feu, la chaleur du foyer central lutte contre les courants d'air qui trouvent inévitablement leur chemin à travers les interstices de la construction. L'hiver, dans les terres nordiques, n'était pas seulement une saison sur un calendrier, c'était un défi profond, un test d'endurance qui repoussait les limites humaines. La survie, tant pour les individus que pour l'ensemble de la colonie, dépendait d'une préparation méticuleuse et prévoyante pendant les mois d'été et d'automne courts et souvent imprévisibles. Vous auriez ressenti ce froid profondément dans vos os, un compagnon constant qui façonnait chaque décision, des vêtements superposés et lourds que vous portiez, typiquement des tuniques, des pantalons et des capes en laine épaisse, souvent complétés par du cuir ou de la fourrure, à l'architecture même de votre maison, conçue de manière experte pour conserver chaque précieux degré de chaleur généré par le feu central et la chaleur rayonnant des corps à l'intérieur. Votre journée commencerait avant que le soleil ne se lève vraiment. La lumière, filtrant à travers une petite ouverture ou le trou de fumée, serait faible et diffuse, nécessitant l'utilisation de simples lampes. Ces lampes, souvent en argile ou en pierre, contiendraient de la graisse animale ou de l'huile de poisson, avec une mèche fournissant une petite flamme vacillante, à peine suffisante pour éclairer les environs immédiats. Les premiers sons à saluer vos oreilles au réveil seraient l'agitation du bétail, qui était souvent logé à une extrémité de la maison longue. Une simple cloison, peut-être un paravent tissé ou un mur de bois, pouvait séparer l'humain de la bête, mais leur présence était indéniable. Vous entendriez le doux grognement des porcs, le gloussement doux des poules cherchant leur grain du matin, et le bêlement rythmique des moutons. Leur chaleur corporelle collective, aussi modeste soit-elle, contribuait de manière cruciale, bien que souvent non reconnue, à la température globale de la demeure, un témoignage de la nature intégrée de la vie nordique, où les animaux n'étaient pas seulement des ressources, mais des partenaires de survie. La nourriture, ou plutôt la lutte constante pour la nourriture, dominerait une grande partie de vos pensées et de votre énergie au réveil. Le régime alimentaire d'un fermier de l'ère viking était simple, robuste et entièrement dicté par la terre, la mer et la saison. La bouillie, souvent faite d'orge ou d'avoine, serait un aliment de base, préparé lentement sur le foyer, un début de journée réconfortant, bien que monotone. Cela pourrait être complété par du poisson séché, une source de protéines cruciale, soigneusement conservée par salage ou séchage à l'air libre. Ou, si vous étiez chanceux, une petite portion de viande, peut-être issue d'une chasse réussie ou d'un animal qui avait été abattu récemment. La majorité de la consommation de viande provenait du bétail, comme les bovins, les moutons et les porcs. Mais la chasse au gibier sauvage, comme le cerf, l'élan ou même les petits oiseaux, offrait une variété alimentaire vitale. Les légumes étaient limités à ce qui pouvait être cultivé lors des saisons de croissance courtes et souvent difficiles. Les légumes racines, comme les navets et les carottes, étaient rustiques et pouvaient être stockés pour l'hiver. Le chou et diverses verdures sauvages, ramassées dans le paysage environnant, figuraient également au menu. Les saveurs de vos repas seraient terreuses, souvent fades selon les normes modernes, et la répétition serait la norme. Imaginez le goût salé et distinct du poisson salé, sa saveur intense, un rappel constant de la générosité de la mer et des techniques de conservation minutieuses, essentielles à la survie. Les baies et les noix cueillies en été seraient des ajouts précieux, offrant de brèves poussées de douceur et de nutriments vitaux. Le repas communal, aussi simple soit-il, était un événement significatif, un moment de subsistance partagée et de connexion au sein de la famille ou du ménage élargi. Les tâches agricoles ardues commenceraient avec la première lumière, quel que soit le temps. Les champs étaient généralement petits, souvent rocailleux, taillés dans la forêt dense ou défrichés sur des terres marginales. Ils étaient travaillés avec de simples et lourdes charrues en bois, parfois renforcées de fer, tirées laborieusement par des bœufs, ou, si votre famille était parmi les plus prospères, par des chevaux. Le sol était souvent tenace,
résistant à la culture, et les rendements, même les bonnes années, étaient souvent maigres. Une seule mauvaise récolte, peut-être due à un gel inattendu, une pluie excessive ou une sécheresse prolongée, pouvait signifier une famine pure et simple pour une famille ou même une colonie entière. Vous passeriez d'innombrables heures dans ces champs, vos mains calleuses et rugueuses à cause des frottements répétés, votre dos endolori par le fait de vous pencher et de soulever constamment. Vous planteriez de précieuses graines d'orge ou de seigle, désherberiez de petites parcelles de précieux légumes ou répareriez inlassablement les clôtures qui protégeaient de vos cultures du bétail égaré ou des animaux sauvages. Le rythme de votre vie serait entièrement dicté par l'arc du soleil à travers le ciel, le caractère capricieux de la pluie et le cycle exigeant et inflexible du labeur agricole. Il n'y avait pas de raccourci, pas de machines élaborées, seulement la puissance brute et sans phare de l'effort humain et animal, une connexion profonde avec la terre même qui vous soutenait. L'hygiène, telle que nous la comprenons et la pratiquons aujourd'hui, était un concept très différent à l'ère viking. L'eau, vitale pour toute forme de nettoyage, devait être puisée, souvent dans un puits distant ou un ruisseau, une corvée froide et fatigante, surtout en hiver où il fallait briser la glace. Les bains étaient peu fréquents, peut-être une fois par semaine si les circonstances le permettaient, et impliquaient généralement de chauffer de l'eau sur le foyer central, puis de la verser soigneusement dans une bassine en bois. Un luxe significatif en termes d'effort et de combustible. Pour la propreté quotidienne, la plupart des nettoyages seraient plus fonctionnels. Un rapide rinçage des mains et du visage. Le parfum omniprésent de la fumée de bois, bien que souvent irritant pour les yeux, aidait ironiquement à masquer d'autres odeurs moins agréables. Et la proximité avec les animaux et les autres personnes signifiait que l'espace personnel, et même le concept même de celui-ci, était sévèrement limité. Tout le monde partageait la réalité de vivre dans des espaces exigus. La maladie, souvent due à une mauvaise hygiène, une compréhension limitée de la contagion et une nutrition inadéquate, était une menace omniprésente et insidieuse. De simples infections que nous traitons facilement aujourd'hui avec des antibiotiques pouvaient rapidement devenir mortelles, entraînant des fièvres atroces ou des conditions débilitantes. Les affections courantes comme la dysenterie, les infections respiratoires ou même les problèmes dentaires pouvaient devenir mortels. Les taux de mortalité infantile étaient tragiquement élevés et l'espérance de vie était nettement plus courte que de nos jours. Une coupure mineure pouvait entraîner une infection mortelle. Une toux persistante pouvait être le précurseur d'une affection pulmonaire mortelle. Cette vulnérabilité constante à la maladie ajoutait une autre couche d'anxiété discrète à la vie quotidienne. Considérez l'exigence constante de travail manuel qui imprégnait chaque aspect de la vie. Du moment où vous vous réveillez jusqu'à ce que les dernières braises du foyer s'éteignent, l'effort physique et l'habileté pratique étaient primordiaux. Il n'y avait pas de spécialisation du travail, comme nous la connaissons dans la société moderne, où les individus se concentrent sur un seul métier ou une seule profession. Au lieu de cela, tout le monde contribuait à la survie collective. Les femmes seraient responsables du processus complexe et long de la transformation des aliments, moudre le grain, baratter le beurre, conserver les viandes et le poisson. Elles étaient également habiles dans la production textile, filer la laine en fil, tisser ce fil en tissu sur des métiers à tisser verticaux, puis couper et coudre les vêtements. Elles préparaient les peaux d'animaux pour les vêtements ou les abris, et surtout s'occupaient des enfants, leur enseignant souvent des compétences vitales dès leur plus jeune âge. Les hommes s'occupaient des travaux agricoles plus lourds, défricher la terre, se lancer dans des expéditions de chasse et de pêche qui fournissaient des protéines vitales et étaient habiles dans la fabrication d'outils et d'armes en fer ou en bois, la réparation des maisons et la construction de navires. Les enfants, loin d'être de simples personnes à charge, devaient contribuer aux tâches ménagères et agricoles dès leur plus jeune âge, apprenant les compétences nécessaires à la survie par l'observation, l'instruction directe et la participation active au rythme quotidien de la colonie.
Leur enfance, bien que contenant peut-être des moments de jeu, était finalement une préparation à une vie de labeur incessant. Même le confort le plus élémentaire nécessitait un effort important et soutenu. Le bois de chauffage devait être haché, fendu et ramassé dans les forêts, une tâche sans fin pour alimenter le foyer central. L'eau devait être transportée constamment depuis sa source, souvent dans de lourds seaux en bois. Les vêtements devaient être filés laborieusement, tissés méticuleusement et cousus à la main avec soin, les réparations étant une nécessité constante pour prolonger leur durée de vie. Il n'y avait pas de temps libre au sens moderne du loisir et de la détente. Le repos était une récupération du travail, une période de récupération, pas une absence d'activité utile. Même les soirées seraient remplies de tâches pratiques comme la réparation de filets, l'affûtage d'outils ou le récit d'histoires qui servaient à transmettre le savoir culturel et les leçons de morale. La maison longue elle-même était bien plus qu'une simple demeure. C'était un témoignage de vie communautaire, de nécessité pratique et d'une connexion profondément enracinée à la terre. Imaginez une seule et grande pièce rectangulaire, s'étendant peut-être sur 20 à 30 mètres, ou même plus, avec un sol en terre battue qui était balayé régulièrement, mais jamais entièrement exempt de saleté. Un foyer central, une longue fosse bordée de pierres, fournirait la seule chaleur et lumière constante, sa fumée s'élevant lentement pour s'échapper par le trou de fumée dans le toit, laissant souvent une pellicule révélatrice de suie surtout à l'intérieur, les murs, les chevrons et même les occupants eux-mêmes. Le long des murs, des plateformes en bois surélevées servaient de zones polyvalentes pour dormir la nuit, pour ranger les effets personnels pendant la journée et comme zone de travail pour l'artisanat ou la préparation de la nourriture. Les familles vivaient en étroite proximité, leur vie s'entremêlant, avec peu d'intimité personnelle au sens moderne. Les sons de leur vie quotidienne, la conversation discrète, le craquement rythmique du bois, le grésillement de la nourriture qui cuit, les cris occasionnels des nourrissons, le ronflement silencieux d'un parent endormi rempliraient l'espace, créant une symphonie constante et vivante d'existence communautaire. Au-delà des corvées immédiates et du train-train quotidien, il y avait la menace omniprésente des hivers rigoureux. Ce n'était pas de simples saisons froides, mais des périodes prolongées d'isolement potentiel, de pénurie intense et d'obscurité profonde. Les réserves de nourriture et de combustible devaient être gérées méticuleusement, réparties avec un soin extrême pour s'assurer qu'elles duraient jusqu'au printemps. Les animaux, vitaux pour le lait, la viande et le travail, devaient être protégés du froid et des prédateurs. Maintenir le moral pendant les longs mois sombres et souvent claustrophobes était également un défi. L'obscurité de l'hiver aurait été profonde, ponctuée seulement par la lumière vacillante du foyer et les étoiles les nuits claires. La survie pendant ces mois prolongés était un témoignage d'une résilience extraordinaire, d'une planification méticuleuse et d'une coopération profonde au sein de la communauté. La vie dans une colonie viking nordique, pour le commun des mortels, n'était pas une aventure romancée de batailles glorieuses et de richesses illimitées. Au contraire, c'était une existence ancrée et ardue. C'était une vie de labeur constant, de lutte contre les éléments impitoyables et de dépendance à la force pure de vos mains et à l'ingéniosité collective de votre communauté. C'était une vie où le confort, tel que nous le comprenons, était un luxe rare, et la survie de base n'était pas un concept abstrait, mais l'objectif principal et quotidien, exigeant une vigilance et un effort constant. Cela a favorisé une connexion profonde à la terre, au cycle de la nature et au lien inébranlable de la parenté. Leif Erikson, le viking qui a découvert l'Amérique. 45 1 15. Son d'ambiance doux et constant, clapotis léger des vagues contre une coque en bois, le cri lointain des oiseaux de mer, un vent subtil et constant, et le craquement doux des bois d'un navire, maintenant une atmosphère apaisante, mais évocatrice. Du rythme régulier de la vie quotidienne au sein d'une colonie nordique,
des tâches tranquilles et répétitives de l'agriculture et de la gestion du ménage, tournons maintenant notre attention vers une figure dont les voyages ont repoussé les limites de leur monde connu, allant au-delà des horizons familiers de leurs fjords et de leurs îles, Leif Erikson. Bien que l'image populaire des Vikings évoque souvent des scènes de raids féroces et inflexibles, de dracars à tête de dragon semant la peur dans les communautés côtières et de chocs audacieux d'acier dans des contrées lointaines, Erikson représente une facette différente, tout aussi fascinante, de leur ambition. Il incarne la soif d'exploration incessante, la curiosité insatiable et le courage discret, mais profond, de s'aventurer dans les vastes étendues inconnues de l'océan. Son histoire est celle d'une découverte motivée, non pas uniquement par la conquête, mais par une recherche pratique de ressources et un désir humain profond et inhérent de voir ce qui se trouve au-delà de la prochaine vague. Le récit de Leif Erikson est profondément enraciné dans les paysages rudes mais fascinants du Groenland. Il était le fils d'Éric le Rouge, une figure dont le nom résonne dans l'histoire nordique en tant que fondateur légendaire de la colonie nordique au Groenland. Éric lui-même était un homme dont la vie était inextricablement marquée par un schéma d'exil et de découverte. D'abord banni de Norvège, puis d'Islande, il chercha refuge et de nouvelles opportunités en naviguant vers l'ouest, trouvant et nommant finalement le Groenland, un nom peut-être choisi pour inciter de futurs colons à venir sur ces rives glacées. Leif a grandi dans cet environnement reculé et exigeant. Un monde où la mer était à la fois un généreux pourvoyeur de nourriture et de routes commerciales, et en même temps une barrière formidable, souvent dangereuse. Les leçons apprises dans ces terres impitoyables, l'art complexe de la navigation, l'exigence inflexible de résilience face à l'adversité, et une compréhension profonde, presque intuitive, des signes naturels et des schémas météorologiques, se révéleraient absolument cruciales pour ces voyages ultérieurs qui marquèrent une époque à travers le vaste Atlantique. Il a appris à lire le langage subtil des nuages, des courants et des oiseaux migrateurs, comprenant que la survie en pleine mer dépendait d'une observation constante et d'un respect profond pour le pouvoir de la nature. Les sagas, ces anciens récits nordiques qui mêlent magnifiquement les récits historiques à des éléments de légende et de poésie héroïque, sont notre source principale pour comprendre le voyage de Leif. Ce qu'elles transmettent, c'est que son voyage n'était pas une impulsion soudaine et impétueuse, une course téméraire vers l'inconnu. Il s'agissait plutôt d'une progression logique de connaissances accumulées, associée à une reconnaissance astucieuse des opportunités. Les sagas, en particulier la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais, mentionnent un marchand nommé Bjarni Herjolfsson. Des années plus tôt, Bjarni, alors qu'il naviguait de l'Islande au Groenland, avait été considérablement dévié de sa route par une puissante tempête. Après avoir retrouvé son cap, il a signalé avoir aperçu des terres à l'ouest, des terres qui étaient visiblement boisées, vallonnées d'arbres et remarquablement différentes des rives glacées et sans arbres du Groenland. Bjarni, ayant son chargement et sa destination en tête, a choisi de ne pas accoster et d'explorer ces nouveaux territoires. Mais la suggestion alléchante de ces terres inconnues aurait puissamment persisté dans l'esprit des Nordiques du Groenland. C'était une communauté toujours à la recherche de nouvelles ressources, et tout particulièrement de bois d'œuvre, qui était une denrée terriblement rare au Groenland. La construction, le chauffage et la construction navale dépendaient tous de ce matériau vital. C'est cette même rareté du bois, peut-être plus que tout autre facteur, qui a probablement incité Leif Erikson à agir. Les arbres n'étaient pas seulement destinés à la construction, ils étaient une nécessité fondamentale pour maintenir une colonie viable dans un endroit aussi éloigné. Le bois était essentiel pour construire et réparer leurs maisons longues, pour fabriquer des outils, pour produire du charbon de bois pour leurs forges de fer et, surtout, pour construire et entretenir les navires mêmes qui les reliaient au monde nordique plus large. Une expédition pour trouver de nouvelles sources n'était donc pas simplement une aventure, une quête de gloire. C'était une nécessité profonde et pratique
pour la survie et la prospérité continue de leur petite colonie isolée. Les sagas suggèrent que Leif a acheté le navire de Bjarni, un navire déjà prouvé capable de traverser l'Atlantique, ce qui indique une approche bien réfléchie et stratégique de son entreprise. Leif Erikson s'est lancé dans son voyage capital vers l'an 1000 de notre ère. Imaginez, un instant, la préparation méticuleuse et exhaustive d'une telle entreprise. Le navire qu'ils utiliseraient aurait probablement été un knarr, un navire de charge robuste et large, conçu pour transporter des provisions et des marchandises en haute mer, plutôt que pour des raids rapides. Il aurait été approvisionné avec de vastes quantités de poissons séchés, de viande soigneusement salée, d'eau douce stockée dans des tonneaux, et peut-être même du bétail, comme des moutons ou des porcs, pour servir de source de nourriture mobile ou pour établir une population reproductrice sur de nouvelles terres. La navigation, selon les normes modernes, était rudimentaire, mais pour les Nordiques, c'était un art perfectionné au fil des générations. Ils se fiaient intrinsèquement à l'observation de la position du soleil à différents moments de la journée, au schéma fixe des étoiles dans le ciel nocturne, à l'attraction et à la dérive subtile des courants océaniques, et au schéma de vol de divers oiseaux, en particulier des oiseaux de mer qui retournaient à terre. Cela exigeait une connexion intime, presque spirituelle, avec la nature, une compréhension intuitive des indices subtils et des avertissements de la mer, une vigilance constante et de bas niveau. Son voyage vers l'ouest aurait été un passage long et ardu, repoussant les limites de leur robuste navire, et plus encore, de leur endurance humaine. Les jours se seraient fondus en semaines en pleine mer, ponctués par le craquement rythmique des bois, le clapotis des vagues contre la coque, et la vaste étendue vide de la mer et du ciel. Ils ont probablement d'abord rencontré une terre qu'ils ont appelée Helluland, ce qui signifie « terre de la pierre plate ». Les sagas la décrivent comme ayant de grandes pierres plates et des glaciers, une côte austère et désolée, largement considérée par les universitaires modernes comme correspondant à l'île de Baffin dans le Canada actuel. Ce n'était pas la terre fertile qu'ils cherchaient, mais cela a confirmé l'existence de terres à l'ouest. Puis, après avoir navigué plus au sud, ils sont tombés sur le Markland, qui se traduit par « terre forestière ». Cette région, que l'on pense être des parties du Labrador, aurait été un spectacle bienvenu pour les Groenlandais affamés de bois. Elle a été décrite comme étant abondante en forêts denses, une riche source du bois d'œuvre qui était si désespérément nécessaire. Ce fut une découverte cruciale, offrant un bénéfice pratique immédiat. Mais Leif, poussé par la description antérieure de Bjarni, et peut-être par une curiosité innée, presque insatiable, a continué encore plus au sud. Il a finalement trouvé un endroit qu'il a appelé Vinland, un nom qui a fait l'objet de nombreux débats universitaires, se traduisant soit par « terre du vin », se référant aux raisins, soit par « terre de pâturage », se référant aux herbes abondantes. Cette région, maintenant largement acceptée comme étant terre neuve, et en particulier la zone connue aujourd'hui sous le nom de Lance aux Meadows, a été décrite dans les sagas comme abondante en raisins sauvages, ou peut-être des baies qui ont été confondues avec des raisins, qui pouvaient être fermentés en une boisson de type vin et grouillant de rivières remplies de saumon. Imaginez, un instant, le spectacle saisissant pour ces robustes hommes nordiques, habitués à la stérilité austère et sans arbres du Groenland. Des forêts luxuriantes et vibrantes, s'étendant à l'horizon, un sol fertile promettant des récoltes abondantes et un climat nettement plus doux. Un paradis verdoyant après leur long voyage. À Vinland, Leif et son équipage ont établi une colonie temporaire, construisant plusieurs grandes structures. Ce n'étaient pas de simples abris temporaires ou des huttes fragiles, mais des maisons bien construites, capables d'accueillir un nombre important de personnes, suggérant fortement une intention de séjour plus long, voire permanent. Pendant une courte mais significative période, ils ont vécu de la terre, explorant les ressources abondantes et interagissant peut-être avec prudence, voire timidement, avec les peuples autochtones qu'ils ont rencontrés. Ces habitants indigènes
étaient désignés dans les sagas nordiques sous le nom de Skrellings, un terme qui véhiculait probablement un sens de misérable ou de barbare, reflétant les différences culturelles et la méfiance initiale. Les sagas décrivent à la fois des cas d'interaction pacifique et malheureusement de fréquents affrontements violents avec les Skrellings. Ces interactions étaient souvent pleines de malentendus, de suspicions et d'un conflit de revendications territoriales, probablement exacerbé par les barrières linguistiques et des visions du monde très différentes. Le danger inhérent et les défis logistiques présentés par ces interactions ont finalement contribué à la décision des Nordiques de ne pas établir de colonies véritablement permanentes et à long terme. La distance immense de leur domicile au Groenland, les défis profonds d'une communication et d'un commerce durable avec les habitants indigènes qui occupaient déjà la terre, et la difficulté logistique pure et simple de maintenir et d'approvisionner un avant-poste aussi lointain ont finalement conduit à l'abandon de la colonie de Vinland après seulement quelques années. Ce fut une réalisation remarquable, un point d'appui temporaire, mais pas une présence durable. Leif Erikson est finalement retourné au Groenland, emportant avec lui non seulement une précieuse cargaison de bois d'œuvre, une ressource vitale, mais aussi des nouvelles étonnantes des nouvelles terres à l'ouest. On lui attribue également de manière significative l'apport du christianisme au Groenland, un changement culturel et religieux profond pour sa communauté, les éloignant de leurs croyances païennes nordiques traditionnelles. Sa vie après le voyage capital de Vinland semble avoir été moins axée sur de nouvelles explorations grandioses et davantage sur le leadership au sein de la colonie groenlandaise établie, se concentrant sur sa stabilité et sa croissance. Il est devenu une figure respectée, une légende vivante de son temps, dont les récits des terres de l'Ouest auraient été racontés au coin du feu pendant des générations. Pendant des siècles, la preuve archéologique de la présence nordique en Amérique du Nord est restée insaisissable, ce qui a fait que les sagas de Vinland ont été considérés par beaucoup comme de simples contes populaires, des récits fascinants, mais manquant de preuves concrètes. Cependant, dans les années 1960, une découverte véritablement remarquable et révolutionnaire à Lance aux Meadows, dans le nord de Terre-Neuve, a finalement, et sans équivoque, confirmé la vérité historique des sagas. Des archéologues, dirigés par Helge et Hanstin Ingstad, ont mis au jour les restes clairs et indubitables d'une colonie nordique. Ils ont trouvé les fondations bien conservées de plusieurs grandes maisons longues, de conception indubitablement nordique. Surtout, ils ont déterré une forge pour travailler le fer, une technologie totalement inconnue des peuples autochtones de la région à cette époque, prouvant une présence européenne. À côté de ces structures, divers artefacts indéniables d'origine nordique ont été trouvés, notamment une épingle en bronze utilisée pour les capes, une quenouille en stéatite utilisée pour filer le fil, preuve de la présence de femmes nordiques, et des outils en os clairement cohérents avec l'artisanat nordique. Ce site a fourni une preuve irréfutable que les Vikings, sous la direction de Leif Erikson, avaient en effet atteint l'Amérique du Nord près de 5 siècles avant Christophe Colomb. L'héritage de Leif Erikson n'est pas seulement celui d'une simple découverte géographique. C'est un témoignage profond de la capacité inhérente de l'esprit humain à l'endurance, de son courage discret et de la poursuite souvent méconnue de nouveaux horizons. Son voyage nous rappelle, avec une douce insistance, que l'histoire est souvent bien plus riche, plus complexe et plus stratifiée que les récits familiers que l'on nous enseigne. Elle est remplie de chapitres oubliés, de triomphes discrets et de moments d'incroyables entreprises humaines qui méritent d'être illuminés lentement et avec attention. L'Atlantique Nord, une étendue vaste et souvent terrifiante, est devenue pour un bref et puissant moment un pont entre deux mondes. Les secrets des runes, décoder les messages nordiques anciens de l'immensité de l'océan, qui s'étend au-delà des horizons familiers vers de nouvelles terres, et de la grande envergure des navires vikings entreprenant de périlleux voyages. Tournons maintenant notre attention vers quelque chose de beaucoup plus petit, mais tout aussi profond et infiniment fascinant. Les runes. Ces anciens symboles, souvent gravés avec un soin méticuleux, sur des matériaux aussi divers que la pierre, le bois, l'os
et le métal étincelant sont plus que de simples lettres. Ils sont les voix mêmes du passé nordique, nous offrant des aperçus tranquilles et intimes de leurs croyances les plus profondes, des réalités quotidiennes de leur vie et du fonctionnement complexe de leurs pensées. Plus qu'un simple alphabet, les runes étaient largement considérées comme imprégnées d'un sentiment subtil, mais puissant, de mystère et de pouvoir inné, formant un système d'écriture qui résonne profondément avec les murmures des âges oubliés et la sagesse de leurs ancêtres. Les origines précises de l'écriture runique sont, comme de nombreux aspects de l'histoire ancienne, enveloppées d'une brume de temps confortable et profonde, permettant une certaine merveille contemplative. Les universitaires, qui consacrent leur vie à cette étude complexe, estiment généralement que les runes se sont développées à partir de scripts italiques plus anciens, peut-être grâce à un contact précoce avec des tribus germaniques qui les ont ensuite, au fil des siècles, répandues sur de vastes étendues d'Europe du Nord. Les plus anciennes inscriptions runiques connues qui ont été découvertes et datées de manière fiable remontent à environ le IIe siècle de notre ère, marquant le début de leur utilisation documentée. Elles ont continué à être utilisées activement tout au long de l'ère viking, qui s'étend conventionnellement de la fin du 8e au milieu du 11e siècle. Et, fait remarquable, leur utilisation s'est même étendue à la période médiévale, dans certaines régions éloignées, démontrant leur signification culturelle et leur adaptabilité durable. Contrairement aux lettres arrondies, précises et souvent fluides de l'alphabet romain auquel nous sommes habitués aujourd'hui, les runes se caractérisent par leurs lignes nettement droites, nettes et angulaires. Cette conception particulière n'était pas arbitraire, c'était une adaptation hautement pratique, parfaitement adaptée à l'acte difficile de graver sur des matériaux durs comme la roche, le bois ou l'os, où les lignes courbes seraient beaucoup plus difficiles à exécuter efficacement. Imaginez un artisan nordique, peut-être un sculpteur qualifié ou même un chef avec un penchant pour l'art, assis près de la lumière vacillante et dansante d'un foyer central dans une maison longue, ou peut-être à l'extérieur, sentant l'air vif du nord sur son visage. Avec un petit outil en fer tranchant, il inciserait soigneusement et délibérément ces symboles puissants dans un morceau de bois, un fragment d'os ou une dalle de pierre lisse. L'acte lui-même aurait été un processus profondément délibéré et méditatif. Chaque coup aurait été soigneusement considéré. Chaque coupe précise un témoignage de patience et d'habileté. Chaque symbole, une petite merveille de conception ancienne, avait un son phonétique spécifique, représentant une consonne ou une voyelle distincte, et souvent, de manière cruciale, une signification plus profonde et plus symbolique au-delà de sa simple valeur phonétique. L'alphabet runique, complet le plus couramment étudié et le plus ancien et connu des universitaires, sous le nom d'Elder Futhark, un système comprenant 24 runes distinctes, chacune avec son propre nom et sa propre signification. Au fur et à mesure que l'ère viking a progressé et que les langues nordiques ont évolué, cet alphabet fondamental a subi des transformations, conduisant finalement au développement du Younger Futhark, un système simplifié avec moins de caractères, généralement 16. Cette évolution est un témoignage subtil mais fascinant du paysage linguistique changeant de l'époque, reflétant la façon dont le langage, même dans les sociétés anciennes, était une entité dynamique et vivante. Les différentes utilisations des runes nous offrent une riche tapisserie qui révèle l'étendue et la profondeur remarquables de la vie nordique. Les exemples les plus frappants et les plus visuellement proéminents que nous rencontrons aujourd'hui sont les majestueuses pierres runiques. Ces impressionnantes pierres dressées, souvent imposantes et sculptées de manière complexe, se trouvent largement dans toute la Scandinavie, en particulier en Suède et au Danemark. Elles servent principalement de mémoriaux aux morts, érigés non seulement pour marquer un lieu de sépulture, mais pour célébrer la vie de guerriers tombés au combat, pour raconter des voyages aventureux entrepris à travers de vastes mers, ou simplement pour marquer la lignée d'une famille
et sa revendication de la terre. Imaginez-vous debout tranquillement devant l'un de ces monuments anciens et patinés, sentant la pierre fraîche et texturée sous vos doigts, alors que vous tracez doucement les lignes sculptées qui racontent une histoire vieille de 1000 ans. Les inscriptions sur ces pierres sont souvent quelque peu formulaires, commençant généralement par une dédicace. Cette pierre a été érigée à la mémoire de, suivie du nom de la personne commémorée, puis des détails de ses réalisations, de son statut, de ses relations familiales ou de la personne qui a commandé la pierre. Ce ne sont pas de grands récits historiques et ambitieux au sens moderne, mais plutôt des échos intimes et puissants de vies individuelles, de petites fenêtres sur les histoires personnelles et les structures sociales de l'époque. Au-delà de ces grands mémoriaux, les runes étaient utilisées pour une myriade de fins plus banales, mais tout aussi fascinantes au quotidien. Nous les découvrons soigneusement inscrites sur des effets personnels, la courbe élégante d'un peigne en os, l'anneau intérieur d'une bague en argent, le motif complexe sur une broche en bronze utilisée pour attacher des vêtements, ou le manche d'un simple outil en bois. Imaginez que vous trouviez une petite gravure, presque imperceptible, sur le manche d'une cuillère en bois usé, une simple marque de propriété, ou peut-être une bénédiction subtile et silencieuse, destinée à porter chance à son utilisateur. Elles apparaissent également fréquemment sur les armes, incisées sur les lames d'épée, les têtes de hache ou les hampes de lance, souvent dans le double but d'invoquer une protection divine pour le guerrier ou d'améliorer symboliquement la puissance et le tranchant inhérent de la lame. Imaginez l'inscription faible, presque imperceptible, sur une poignée d'épée, un plaidoyer silencieux pour la force et la victoire au combat, un charme murmuré contre un adversaire. Ces petites inscriptions privées offrent une intimité unique, nous reliant directement aux pensées quotidiennes et aux rituels de protection des personnes qui les utilisaient. L'un des aspects les plus intrigants et les plus débattus des runes est peut-être leur lien profondément ressenti avec la magie et la divination. Au-delà de leur signification phonétique et littérale, chaque rune était censée posséder non seulement une valeur sonore spécifique, mais aussi une signification symbolique puissante, souvent liée à des concepts profonds comme la richesse et la prospérité, la protection physique, un passage sûr lors d'un voyage, ou la force et le courage inhérent. Certains universitaires et textes historiques suggèrent donc fortement que les runes étaient activement utilisées pour lancer des sorts, pour se protéger du mal ou pour rechercher des conseils et des prophéties auprès des dieux et déesses nordiques. Imaginez un chaman nordique, connu sous le nom de Seidkona, une femme pratiquante du seidr, une forme de magie nordique, ou un sage, jetant soigneusement de petits morceaux de bois ou d'os lisses, chacun méticuleusement sculpté d'une rune différente, sur un tissu ou une peau d'animal désigné. Ils interprétaient ensuite méticuleusement les motifs qu'ils formaient, cherchant des messages du royaume spirituel, déchiffrant des présages ou discernant la volonté des forces invisibles qui régissaient leur monde. Bien que les preuves archéologiques directes et explicites de rituels magiques élaborés impliquant des runes puissent être rares et difficiles à interpréter de manière définitive, le poids symbolique inhérent des runes, leur nom même et les significations associées suggèrent fortement qu'elles étaient considérées comme bien plus que de simples lettres. Elles étaient considérées comme de puissantes clés pour comprendre le cosmos, des canaux pour se connecter au divin et des outils pour influencer le destin. Les efforts continus pour déchiffrer ces messages anciens et énigmatiques témoignent de leur attrait durable et du désir humain de comprendre le passé. Les runologues, les universitaires dévoués spécialisés dans ce domaine, agissent comme des détectives linguistiques, reconstituant méticuleusement des inscriptions fragmentaires, comparant différentes traditions runiques à travers diverses régions et périodes, et analysant soigneusement les subtiles variations linguistiques et dialectales qui se sont produites au fil des siècles. Grâce à ce travail minutieux, ils s'efforcent de débloquer les significations complètes et nuancées de ces textes anciens, faisant entrer les voix du passé dans le présent,
Chaque nouvelle découverte d'un artefact runique, aussi petit ou apparemment insignifiant soit-il, ajoute une autre pièce cruciale au vaste puzzle complexe et en constante expansion de l'histoire nordique, de leur langue et de leur profonde façon de penser. Considérez un instant la remarquable broche de Gorvels, une petite pièce de bijouterie superbement conçue, découverte en Angleterre, datant du IXe siècle. Sa forme élégante est ornée d'une délicate inscription runique qui, une fois traduite, se lit. Voici une sculpture runique du siècle passé. J'ai voyagé depuis des terres lointaines. Ce message simple, mais poignant, en dit long sur le mouvement des personnes et des objets sur de vastes distances à l'ère viking, faisant allusion au voyage de son propriétaire et au pouvoir durable du mot écrit. Ou contempler la monumentale pierre de Røk en Suède, l'une des pierres runiques les plus célèbres et les plus abondamment inscrites connues. Son inscription est un poème complexe et long, rempli d'énigmes, de vers énigmatiques et d'allusions profondes à la mythologie nordique. Toujours débattue et interprétée par les universitaires aujourd'hui, 1000 ans après qu'elle a été sculptée. Ce ne sont pas seulement des mots gravés dans la pierre, ce sont des portails vibrants vers une manière de penser différente, une vision du monde profondément différente, nous offrant une fenêtre sur la vie intellectuelle et spirituelle des anciens nordiques. La beauté durable des runes réside non seulement dans leur profonde signification historique en tant que témoignage d'une époque révolue, mais aussi dans leur art discret. Chaque caractère est une petite œuvre de conception compacte, une merveille de typographie ancienne, un symbole soigneusement considéré chargé de multiples couches de signification. Elle parle d'une culture qui valorisait implicitement la brièveté, la clarté d'expression et une force inhérente, le tout entremêlé d'une connexion profonde, presque spirituelle, avec le monde naturel qui les entourait. Débloquer les secrets des runes, c'est comme entendre les voix faibles et résonnantes du passé, chuchotant leurs histoires à travers les siècles, attendant patiemment d'être comprises. Cela nous permet de nous connecter à l'essence même de la communication nordique ancienne, de leurs croyances et de leur façon unique de percevoir le monde. Au-delà des raids, le pouvoir et le prestige d'un jarl nordique. Après avoir exploré le train-train quotidien d'un fermier nordique ordinaire, vécu les réalités fondamentales de sa lutte persistante contre la nature, navigué aux côtés des voyages intrépides de leurs explorateurs, repoussant les frontières mêmes du monde connu, et plongé dans le royaume mystique et intellectuel de leur système d'écriture runique, tournons maintenant notre attention vers le sommet de la société nordique. Notre attention se porte sur la figure du jarl, prononcé jarl, un titre qui signifie une position d'autorité immense et de respect profond. Loin de l'image souvent simplifiée ou même caricaturée d'un simple chef menant des raids sauvages, le jarl était une figure de pouvoir véritablement significatif, de prestige indéniable et de vastes responsabilités, se tenant au cœur même de la hiérarchie sociale complexe et souvent rigide qui définissait méticuleusement la société viking. Comprendre leur vie, leurs devoirs et leur environnement nous permet de révéler une image plus nuancée, beaucoup plus riche et plus complexe, de la gouvernance nordique, de la distribution des richesses et du tissu profondément interconnecté de leur communauté. Imaginez un instant que vous franchissez le seuil de la salle fortifiée d'un jarl, une structure qui était notablement plus grande, significativement plus substantielle et bien plus imposante que l'humble maison longue partagée du commun des mortels. Ce ne serait pas une simple habitation conçue uniquement pour l'abri, mais plutôt un centre de pouvoir proéminent, un lieu de rassemblement désigné pour la communauté et un symbole indubitable d'autorité inébranlable. L'architecture même transmettrait ce statut. Les murs seraient nettement plus épais, peut-être construits en bois massif ou en pierre soigneusement posée. L'intérieur pourrait être orné d'impressionnantes tapisseries tissées avec des motifs complexes, représentant des scènes de mythes vénérés, des actes héroïques d'ancêtres ou les triomphes de la propre lignée du jarl, offrant à la fois une décoration et un récit visuel continu de leur héritage.
Le foyer central, le cœur battant de la salle, serait beaucoup plus grand, conçu pour accueillir des bûches substantielles, projetant une lueur plus chaude, plus invitante et beaucoup plus dominante que celle d'une habitation ordinaire. L'air, tout en transportant toujours le parfum familier et réconfortant de la fumée de bois, pourrait également être subtilement mélangé avec des arômes plus riches. Le parfum savoureux de viande généreusement rôtie, peut-être du gibier sauvage ou du bétail domestique de premier choix, et la fragrance distinctive et maltée de la bière fraîchement brassée ou de l'hydromel doux, ce qui signifie abondance et hospitalité. L'autorité d'un jarl n'était pas uniquement, ni même principalement, basée sur ses prouesses militaires ou sa capacité à mener des raids réussis, bien que cela soit certainement une composante importante et attendue de son rôle. Leur pouvoir était une tapisserie complexe, construite sur une forte combinaison de lignées héritées, retraçant leur ascendance à des figures puissantes et respectées, de leadership démontré, prouvant leur capacité par une action décisive et des conseils avisés, et, de manière cruciale, de la capacité à commander une loyauté inébranlable de la part de leurs partisans, une loyauté souvent assurée par la protection, la générosité et la justice. Un jarl était sans équivoque responsable du bien-être général et de la prospérité de l'ensemble de sa communauté. Cela englobait un large éventail de devoirs, résoudre méticuleusement les conflits entre familles ou individus pour prévenir les querelles de sang, diriger en temps de guerre défensive et d'expédition offensive, et organiser avec diligence des réseaux complexes de commerce et la distribution équitable des ressources vitales. Ils étaient les arbitres ultimes de la justice, présidant les procédures judiciaires, assurant l'équité selon leurs normes et faisant appliquer les lois. Ils étaient considérés comme les protecteurs des faibles et des vulnérables au sein de leur domaine. Et surtout, ils étaient les esprits stratégiques qui guidaient leur peuple à travers les défis tumultueux et imprévisibles de leur monde, qu'il s'agisse de naviguer dans les alliances politiques ou de planifier la prochaine récolte. La vie dans la salle d'un jarl était un témoignage constant et vivant de leur richesse considérable et de leur statut élevé, tandis que le commun des mortels à l'extérieur travaillait sans relâche dans les champs ou à leur artisanat. Le jarl et son entourage immédiat, sa famille, ses guerriers les plus proches et ses fidèles vassaux prenaient régulièrement part à des festins élaborés. Imaginez la scène, de longues tables en bois solide, peut-être taillées dans des arbres uniques et massifs, chargées presque jusqu'à la rupture de plats empilés de gibier sauvage, généreusement rôti, la viande riche et sombre du chevreuil, la richesse savoureuse du sanglier ou divers types de volailles. Ceci serait complété par du poisson soigneusement salé, de riches fromages et divers grains cuits dans du pain ou dans des ragoûts copieux. Des cornes à boire, souvent magnifiquement sculptées et parfois ornées d'argent, remplies de bière forte ou d'hydromel doux et mielé, seraient passées de main en main, assurant le flux de camaraderie et de festivité. Les sons de conversation animée, de rires chaleureux, et peut-être des tons mesurés de la récitation d'un skald, poète, rempliraient la salle, créant une atmosphère communautaire vibrante. Ces festins étaient de bien plus que de simples occasions de subsistance. C'étaient des événements sociaux cruciaux, des occasions méticuleusement orchestrées pour le jarl de faire étalage de son immense générosité, de forger et de renforcer des alliances vitales avec d'autres familles ou jarls puissants, et de renforcer constamment son autorité inhérente et son prestige au sein de sa propre communauté. Les Skald, les poètes vénérés du monde nordique, pouvaient réciter d'anciennes sagas, des contes épiques de dieux et de héros, ou, ce qui est encore plus important, composer de nouveaux versets spécifiquement à la louange du jarl, détaillant ses vertus, ses victoires et sa noble lignée, solidifiant ainsi sa réputation et renforçant sa légende. La position élevée du jarl leur conférait également un degré de luxe qui était largement inconnu et inaccessible aux simples fermiers. Leurs vêtements, par exemple, seraient nettement plus fins, fabriqués à partir de laine de meilleure qualité.
méticuleusement filés et tissés. Ces vêtements pourraient être teints dans des couleurs vives et riches, dérivées de pigments naturels rares, des couleurs qui témoignaient de la richesse et du statut. Ils pourraient même être agrémentés de soies précieuses et importées, obtenues par le biais d'un commerce lointain, ou de fourrures précieuses d'animaux rares, les distinguant visuellement. Ils posséderaient des bijoux plus élaborés et au design plus complexe, fabriqués à partir d'argent étincelant ou d'or brillant, mettant en valeur le travail de nœuds distinctifs et complexes et les motifs d'animaux stylisés caractéristiques de l'art nordique. Ces bijoux n'étaient pas seulement des ornements, mais fonctionnaient souvent comme des symboles de pouvoir et de richesse accumulée. Leurs armes aussi, reflétant leur double rôle de chef et de guerrier, seraient d'une qualité de fabrication supérieure, souvent ornées de métaux précieux, d'incrustations complexes et de détails exquis, reflétant à la fois leur prouesse martiale, indéniable, et leur richesse substantielle. Même leurs outils quotidiens pourraient être subtilement plus raffinés, faisant allusion à une vie vécue avec plus de confort et d'accès à des artisans qualifiés. La hiérarchie sociale au sein du domaine d'un jarl était complexe, profondément enracinée et clairement définie, offrant une structure stable, bien que rigide, à la société. Au-dessous du jarl se trouvaient les carls, qui représentaient la grande majorité des fermiers et propriétaires fonciers libres. C'étaient les chefs de famille indépendants, la colonne vertébrale de la communauté, responsable d'une grande partie de la production agricole. Ils formaient la base du leidang, le prélèvement qui constituait le cœur de l'armée viking, un système de service militaire obligatoire pour les hommes libres. Au bas de cette échelle sociale se trouvaient les thralls, ou esclaves, des individus souvent capturés lors de raids réussis sur des terres étrangères ou nés en servitude au sein de la communauté nordique. Ces thralls accomplissaient les tâches les plus ardues, les moins désirables et souvent les plus dangereuses, formant une force de travail fondamentale, bien qu'exploitée. Le jarl maintenait méticuleusement cet ordre social complexe, assurant le bon flux des ressources de la terre et du commerce, et s'efforçant de maintenir la paix intérieure, ou, lorsque l'occasion se présentait, de mener un conflit extérieur rentable par le biais du pillage et de l'expansion. Leur supervision était constante, leurs décisions percutantes. L'influence d'un jarl s'étendait de manière significative au-delà des limites de leur colonie immédiate ou de leurs terres personnelles. Ils étaient souvent des acteurs clés dans de vastes réseaux commerciaux, envoyant leurs navires robustes chargés de marchandises précieuses à travers de vastes mers. Ces navires transportaient des marchandises comme des fourrures précieuses, de l'ambre très prisé, du minerai de fer de haute qualité et du bois d'œuvre vital, les échangeant contre des produits exotiques de terres lointaines, de l'argent étincelant des califats arabes, des soies luxueuses de Byzance ou de l'Extrême-Orient, et des épices aromatiques de la Méditerranée. Ces expéditions commerciales étaient absolument vitales pour la prospérité économique de toute leur région, apportant des richesses et des produits exotiques qui augmentèrent la richesse personnelle du jarl et surtout son prestige auprès des autres chefs. Imaginez la négociation prudente, souvent tendue, des accords commerciaux, l'emballage méticuleux des marchandises pour les longs voyages en mer et l'anticipation impatiente de nouvelles richesses arrivant de rivages lointains, transformant la salle du jarl en un centre de commerce international. En temps de guerre, qu'elle soit défensive ou offensive, le jarl se transformait en un chef militaire redoutable. Il rassemblait ses carls, appelant ses fermiers libres à remplir leurs obligations militaires. Il organisait ensuite méticuleusement sa flotte de navires, qu'il s'agisse de dracars rapides pour les raids ou de knarrs plus robustes pour le transport, et planifiait soigneusement les expéditions. Celles-ci pouvaient être à des fins défensives, pour protéger leurs terres et leurs habitants des menaces extérieures, ou pour la pratique lucrative et souvent brutale de piller des terres étrangères pour le butin et les captifs. Alors que les sagas glorifient souvent la férocité et le courage inflexible des guerriers vikings, le rôle du jarl impliquait bien plus que de simplement diriger de l'avant.
Cela exigeait une réflexion stratégique astucieuse, une planification logistique méticuleuse pour les provisions et les routes, et la lourde responsabilité de la vie de leurs hommes. Leur succès ou leur échec dans ces entreprises militaires avait un impact direct et profond sur leur réputation, leur capacité à maintenir leur pouvoir durement acquis et la prospérité globale de leur domaine. Une série de défaites pouvait rapidement éroder leur autorité. La salle du Jarl était également un centre crucial pour la justice et la loi. Les conflits entre individus ou familles, souvent découlant d'insultes, de revendications de propriété ou d'actes de violence, étaient portés devant le Jarl, ou, plus communément, devant le Ting, prononcé Ting, local. Le Ting était une assemblée unique et vitale de tous les hommes libres d'une région spécifique, une forme d'ancienne gouvernance participative. Ici, sous le ciel ouvert, présidé par le Jarl ou un orateur de loi désigné, les lois étaient récitées publiquement de mémoire, les arguments étaient entendus de toutes les parties et les jugements étaient rendus. C'était un endroit où les précédents étaient établis, où les griefs pouvaient être exprimés et où la communauté avait une voix collective, même si l'autorité ultime pour faire appliquer les décisions reposait souvent sur le Jarl. Imaginez les tons mesurés de la discussion, la pesée minutieuse des preuves et l'importance profonde du précédent pour maintenir l'ordre social et prévenir les cycles sans fin de représailles dans une société sans force de police ou prison formelle. Le pouvoir d'un Jarl nordique, par conséquent, n'était pas absolu au sens d'un monarque divin, mais il était sans aucun doute significatif, profondément entrelacé avec le bien-être de sa communauté. C'était un pouvoir gagné grâce à une force démontrée, méticuleusement maintenue grâce à la sagesse et à un jugement équitable, et magnifiquement célébré par la cérémonie, les festins et le pouvoir durable de la tradition. Leur vie, bien que indéniablement privilégiée par rapport au commun des mortels, était également chargée d'immenses responsabilités pour le bien-être, la défense et la prospérité de leur peuple. C'était un équilibre délicat et exigeant entre le fardeau du leadership et les exigences brutes et inflexibles de leur monde souvent impitoyable, une vie vécue constamment à la limite de l'ambition et de la nécessité. Fondue en douceur des sons d'ambiance, pause douce, permettant un moment de réflexion tranquille. Conclusion. Alors que notre vaste voyage à travers le monde riche et multiforme des Vikings nordiques touche doucement à sa fin, nous pouvons maintenant commencer, avec un sens plus profond de la compréhension, à apprécier la myriade de couches de leur existence complexe. Ce voyage nous a menés bien au-delà des récits plus familiers, souvent simplifiés, de haches de pillage et de dracars à tête de dragon, révélant une civilisation construite sur la résilience, l'ingéniosité et une connexion profonde à leur environnement. Nous avons, dans notre exploration tranquille, parcouru les chemins ardus du simple fermier, ressentant le froid constant dans leurs maisons longues remplies de fumée et partageant, en esprit, leur lutte perpétuelle pour la survie contre les exigences inflexibles d'un paysage nordique rude, mais magnifique. Nous avons navigué, dans notre esprit, aux côtés de l'intrépide Leif Erikson, une figure de courage tranquille, repoussant les frontières même du monde connu, poussé par une ambition profonde et inhérente, et la promesse alléchante de nouvelles terres fertiles. Nous avons réfléchi aux murmures énigmatiques des runes anciennes, traçant leurs symboles angulaires non seulement comme des lettres, mais comme des conduits vers des significations plus profondes, des croyances oubliées et l'essence même de la pensée nordique. Et enfin, nous avons vu, avec une plus grande clarté, la tapisserie complexe de pouvoir et de responsabilité profonde tissée dans les grandes salles fortifiées des Jarls, les chefs influents qui ont méticuleusement façonné, férocement défendu et soigneusement guidé leur communauté, à travers un âge de grands défis et d'innovations remarquables. La vie du peuple nordique, sous toutes ses formes, du Thrall le plus humble au Jarl le plus puissant, de l'artisan qualifié à l'explorateur audacieux, était indéniablement définie par un degré remarquable de résilience, un esprit d'ingéniosité durable face à la pénurie et une connexion presque spirituelle, profondément enracinée,
à leur environnement, tant la terre que la mer. C'était, en vérité, un peuple de la terre et des vagues déferlantes, dont les histoires, à la fois les grandes sagas célébrées et les réalités tranquilles et banales de l'existence quotidienne, continuent de résonner à travers les siècles, chuchotant des leçons d'adaptation et de persévérance. Laissez ces échos s'éloigner doucement maintenant, se ramollir et se diffuser, alors que les images vives des maisons longues communautaires, les vastes étendues chatoyantes des océans anciens, les motifs complexes des sculptures runiques et la grandeur solennelle des salles vikings commencent à s'adoucir et à s'estomper progressivement dans votre espace mental tranquille. Le passé lointain a généreusement offert ces histoires fascinantes, ces leçons tranquilles et ces réflexions intemporelles. Et maintenant, alors que les courants historiques ralentissent doucement et que le poids des temps lointains se lève, vous pouvez sentir l'étreinte rassurante et apaisante du moment présent s'installer confortablement autour de vous. Le voyage tranquille à travers le temps est terminé. Laissez le calme tranquille de ce voyage historique s'installer profondément autour de vous. Sentez le doux relâchement de toutes les pensées ou préoccupations persistantes. Reposez-vous profondément, sachant que les complexités du passé se sont déroulées d'une manière mesurée et apaisante. Et alors que vous dérivez davantage dans le confort et la sérénité, que votre sommeil soit paisible, profond et totalement imperturbable. Bonne nuit.
Opa!